Newton a montré qu'un corps de masse m, auquel est appliquée une force F, est entraîné avec une accélération g, telle que F est à mg. Cette relation constitue l'équation fondamentale de la dynamique. Il en résulte immédiatement que si aucune force n'est appliquée à ce corps, on a F au zéro et son accélération g est nulle. Ce corps est soit immobile, soit animé d'un mouvement rectiligne uniforme, c'est-à-dire de vitesse constante. Cependant, cette formule simple n'est valable que dans ce que l'on nomme un repère galiléen, c'est-à-dire, pratiquement, par rapport aux étoiles, ou par rapport à n'importe quel repère animé d'un mouvement rectiligne uniforme par rapport aux étoiles, repère qui, par définition, n'a pas d'accélération. Il en va autrement, en effet, si la mesure a lieu à partir d'un repère ayant une accélération par rapport aux étoiles. Par exemple, si elle est faite à bord d'une fusée poussée par ses réacteurs. Si l'on regarde par le hublot de la fusée un point immobile par rapport aux étoiles, il semblera animé d'un mouvement accéléré par rapport à la fusée, en sens inverse du mouvement de celle-ci, bien entendu. Par rapport à la fusée, tout se passera donc comme si le point était animé par une force. On doit tenir compte de cette force si l'on veut décrire le mouvement d'un corps depuis un repère en mouvement accéléré, ce qui est le cas de la Terre et des mouvements atmosphériques et océaniques. Pour faire saisir simplement l'application de cette notion sur la Terre, nous allons prendre l'exemple d'un mouvement dont la description est faite par rapport à un disque tournant avec régularité sur son axe. Cet exemple nous sera utile pour rendre compte des déplacements des masses atmosphériques ou océaniques par rapport aux repères terrestres. Rappelons d'abord qu'un corps animé d'un mouvement circulaire uniforme est soumis à une force dirigée vers le centre de rotation du mouvement. Par conséquent, c'est un mouvement accéléré, et l'on peut s'attendre à ce que les mouvements décrits par rapport à ce corps fassent apparaître une force de Coriolis. Pour simplifier notre exemple, plaçons-nous dans le plan du disque. À l'extérieur de celui-ci, dessinons des axes de coordonnées fixes par rapport aux étoiles. C'est un repère galiléen pour lequel s'applique la relation fondamentale de la dynamique. Sur le disque lui-même, traçons un repère qui va tourner avec le disque et à partir duquel on va pouvoir décrire les mouvements vus par un observateur tournant aussi avec le disque. Imaginons maintenant un objet M se déplaçant avec un mouvement rectiligne uniforme par rapport au repère X ici et quoi. Les figures A, B, C et D, qui sont en quelque sorte 4 photos prises à intervalles réguliers, montrent 4 positions de l'objet, M0, M1, M2 et M3. La figure E montre la trajectoire du point M enregistrée par rapport à XY. Il s'agit bien d'un mouvement rectiligne uniforme. La figure F montre la trajectoire du point M enregistrée par rapport à XC. Les positions successives de M ont été enregistrées en C0, C1, C2 et C3, qui dessinent une trajectoire incurvée vers la droite. Pour un observateur lié à ce repère, tout se passe comme si la trajectoire du mobile avait été déviée par une force, qui est la force de Coriolis, dite aussi force géostrophique, à laquelle correspond une accélération qui est l'accélération complémentaire de Coriolis. Cette force de Coriolis est évidemment relative au repère utilisé. On remarquera qu'elle est dirigée en sens inverse de la rotation du repère par rapport au mouvement du corps, c'est-à-dire vers la droite, puisque la trajectoire du mobile semble incurvée vers la droite, alors que le repère tourne vers la gauche. Par le calcul, on peut trouver que l'intensité de cette force Fc est proportionnelle à la vitesse v du corps par rapport au repère et au double de la vitesse angulaire O de rotation du disque, soit Fc F2OV. La situation que nous avons dessinée sur la figure peut s'appliquer à la Terre si l'on se place au pôle Nord. En imaginant alors, dans cette région, que des masses d'air se déplacent du fait de différences de pression, on est obligé d'admettre que, par rapport à un observateur terrestre, elles ne le feront pas de façon rectiligne, mais seront déviées vers la droite et qu'ainsi, elles vont être entraînées dans un mouvement tourbillonnaire. Ce phénomène est fondamental pour comprendre comment se déplacent les masses d'air ou d'eau à la surface du globe. Du fait de la force de Coriolis, elles seront toujours déviées vers la droite dans l'hémisphère nord, vers la gauche dans l'hémisphère sud, où la situation est symétrique. C'est ce que l'on nomme parfois la règle de Baez-Ballot. En définitive, ces déplacements de masses atmosphériques ou océaniques se résolvent toujours en mouvement tourbillonnaire.
L'exemple du disque tournant, que nous avons exposé, s'applique exactement à l'endroit des pôles, pour des déplacements horizontaux, c'est-à-dire s'effectuant dans le plan de la rotation terrestre. Des déplacements horizontaux ailleurs qu'aux pôles se font sur des plans obliques au plan de la rotation terrestre, et c'est alors une force égale à la projection dans ces plans de celle que l'on vient de voir qui agit. Il faut donc, toute chose égale par ailleurs, multiplier l'expression 2O par sin f étant la latitude du point considéré. Comme f va de 90 degrés à 0 degrés du pôle à l'équateur et que sin f va sur ce même parcours de 1 à 0, on voit que la force de Coriolis est maximale au pôle, diminue lorsque l'on s'en éloigne et devient nulle à l'équateur, bien entendu en considérant des mouvements horizontaux. En définitive, et en résumé, pour des masses se déplaçant horizontalement sur Terre, la force de Coriolis Fc dépend de la vitesse angulaire de rotation de la Terre, O, pratiquement constante, de la latitude du point considéré, F, et de la vitesse V de déplacement de ces masses, selon la formule Fc, 2 O sin V. Elle dévie les trajectoires des masses mobiles vers la droite dans l'hémisphère nord, vers la gauche dans l'hémisphère sud. Soulignons que la force de Coriolis est nulle lorsque les masses ne sont pas en mouvement par rapport au repère accéléré, c'est-à-dire lorsque V = 0.